L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Bon, bien ça, c'est un petit plaisir que notre producteur s'est fait, là, Jean Carbonneau, là, de présenter et de mettre un peu d'enrobage. Là. C'est ça. Les Carbonneau, bonjour. Salut Michel. On est dans le Carbonneau ce matin, Ouais, producteur Jean Salut, Carbonneau. Jean. Luc est descripteur et commentateur pour les matchs du Club de l'Everest sur nos ondes. Luc, bonjour. Bon matin. Luc, la saison se termine. C'est terminé, malheureusement, très rapidement, là, parce que c'est ce qu'on appelle un match suicide. Là. Ouais, là. J'aime mieux dire un match à élimination directe. C'est plus... Oui, bien, j'aime mieux, je préfère... c'est un terme plus approprié. Je préfère l'appellation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Écoute, je vais reprendre les propos de Bruno Guay. Il y a des joueurs qui se sont présentés, puis malheureusement, il y en a d'autres qui étaient déjà au golf, là? Qui étaient probablement déjà au golf, mais qui, on disait, n'étaient peut-être pas à 100% dans le match, puis malheureusement, ça l'a coûté un peu le match, mais je regardais, il y a les joueurs de 20 ans, personnellement, n'avaient aucunement rien à se reprocher. Tu sais, le capitaine Alex Abbé a montré l'exemple tout au long du match. Il n'a pas arrêté de travailler, il a remporté beaucoup de batailles à 1 contre 1. Puis l'autre joueur de 20 ans également qui s'est démarqué, tu sais, Zachary Dumas, tentait de faire du mieux qu'il pouvait. C'est quand même une grosse acclimatation de ne pas jouer pendant une saison, puis de se retrouver dans un match à pression comme ça rapidement. Dumas, qui est quand même une petite stature, tu sais, Christopher Duchesne, qui honnêtement... J'ai retrouvé le Christopher Duchesne que moi, j'avais vu quand j'étais à Montréal avec les Lions du Lac-Saint-Louis au niveau du M18-3A. Fougueux, excellente vision de jeu, a joué vraiment son match comme il faut. Vincent Boulay s'est présenté également, mais il y a d'autres joueurs qui sont peut-être moins en mesure d'offrir les performances qu'on espérait pour le match à élimination directe. La Ligue junior 3A, c'est quand même un bon calibre. Ouais. Pourquoi on permet, est-ce que c'est à cause de la pandémie, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs cette année, qu'on permet un match comme on l'a présenté dimanche, parce que tu n'as pas de chance, là. C'était déjà dans les plans au début de la saison. Je sais que ça n'existait pas au préalable. C'était une tentative qu'on faisait. C'était la première année C'était la première année que ça fonctionnait au sein de la Ligue. Moi, personnellement, si tu me demandes mon avis personnel, moi, personnellement, je ne suis pas nécessairement pour ça, surtout à 12 équipes. Si c'était, mettons, une ligue un peu comme dans le baseball majeur ou comme dans la NBA, où est-ce que là, tu as 32 formations qui rentrent dans le circuit, c'est beaucoup plus facile. Et en plus, au baseball majeur, tu avais juste 8 équipes qui passaient au préalable. Là, maintenant, tu en as 10, on parle de 12. Là, c'est plus normal d'avoir un match à élimination directe. Mais dans une ligue à 12 équipes, il faut que ta saison régulière serve à quelque chose. Je veux dire, je m'excuse, si tu termines au 9e rang, bien, tu termines au 9e rang, puis déjà, il y avait un grand écart de points durant la saison régulière. Je pense qu'à quelque part, ce genre de match-là, dans une ligue où est-ce qu'il y a très peu d'équipes, ça dilue un peu l'importance ou le cachet qu'on peut mettre de travailler durant la saison régulière pour participer aux séries éliminatoires. Ça donne pas de chance aux joueurs ou aux équipes. Non. C'est pas un bon spectacle parce que c'est le fun. Quand on y va en élimination, 3-5 ou un 4-7. Tu as le temps de bâtir quelque chose, de vraiment créer de l'intensité. Et pour l'amateur, c'est beaucoup plus intéressant qu'un match. Exactement. C'est de 1. Puis de 2, même si les joueurs sont jeunes, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quand l'équipe qui termine plus bas au classement ne joue pas le samedi. Puis nous, puis par exemple, l'Everest joue samedi à 19h à Granby, a 3h15 d'autobus à refaire. Les joueurs doivent repartir chez eux parce que c'est pas tous les 24 joueurs de l'équipe qui habitent à Montmagny. Il faut se retourner à Lévis, à Charny ou à Québec. Puis il y en a qui habitent peut-être loin dans Québec, le Beauport et compagnie. Fait que là, on rajoute du temps de transport. Là, les joueurs n'ont pas nécessairement une nuit complète pour dormir, de se reposer, reviennent, rejouent. Tandis que les Braves de Valleyfield ont joué à domicile ou dans la région de Montréal vendredi soir. Donc, au niveau du repos,
puis de l'acclimatation, puis de la préparation, c'était pas optimal. Là. Si tu veux mon avis, là, je trouve qu'à ce chapitre-là, c'était questionnant. Tu sais, si au moins la Ligue avait dit OK, il y a une journée de repos pour tout le monde, on a le temps de se reposer, toutes les équipes qui sont dans un match à élimination directe, puis là, par la suite, on fait le match à élimination et on embarque dans les séries éliminatoires, je pense que ça aurait été beaucoup mieux que directement de placer un match à élimination directe le lendemain, même pas à l'intervalle de 24 heures. Donc, première formule, première année qu'on exploitait cette formule-là, puis en plus, c'est qu'on était désavantagés parce qu'on était sur la route. Exactement, mais jusqu'à un certain point, les joueurs ont quand même une responsabilité de se présenter dans un match à élimination directe. Chose qui a peut-être manqué pour certains. Là, les séries ne sont pas terminées? Non, exactement. Là, les séries sont en cours. Ça nous intéresse moins? Là, ça nous intéresse moins. La dernière fois que j'ai regardé, les Rangers de Montréal-Est mènent la série 1-0 face aux Condors de Beauce-Appalaches. C'est l'égalité un partout entre les Panthères de Saint-Jérôme et les Braves de Valleyfield. Le Collège français de Longueuil, de son côté, a remporté son premier match. Et dans l'autre série qui implique également l'Inuk de Granby, Granby a été en tir de l'arrière, je pense, 1-0. Là, je pense, je ne suis pas sûr. Mais là, c'est quoi? C'est des séries de 3 de 5? C'est des séries 4 de 7. 4 de 7? 4 de 7. Comme ça, quart, demi et finale. Le gagnant va remporter la Coupe Napa. Et par la suite, le gagnant de la Coupe Napa va se diriger à Summerside, où est-ce qu'il va avoir vraiment la Coupe de l'Est, si on veut, c'est-à-dire il va avoir l'équipe championne des Maritimes plus l'équipe hôtesse, l'équipe de l'Est et l'équipe de l'Ontario-Est qui va se déplacer sur l'île du Prince-Édouard pour disputer le championnat de l'Est du Canada. Et le gagnant s'en va à Estevane, à Saskatchewan, pour le championnat de junior A au pays. OK. Donc, c'est quand même intéressant. Oui, c'est quand même intéressant. Il y a quand même un bel objectif pour tout ça. Oui, exactement. Mais on n'est pas là cette année. Non, puis c'est dommage parce que je regarde... je trouve ça dommage. Bien, c'est parce que moi, je le regarde de l'extérieur. Je suis nouvellement de l'intérieur, mais je le regarde de l'extérieur. En 2019-2020, l'équipe était vraiment bien construite pour vraiment faire un bout de chemin. Également, l'année de la pandémie, ça aurait été vraiment la grosse année de l'équipe. Puis malheureusement, les deux coups, on se fait taper ses doigts puis on perd l'opportunité de vraiment espérer se rendre loin en séries éliminatoires. Ça fait mal à l'équipe. OK. Maintenant, si on revient au club l'Everest lui-même, comment va... La structure, comment on pourrait conclure l'année? Comment on pourrait définir... on sait qu'il y a eu plusieurs matchs qui ont été annulés en raison de la pandémie, là. Mais ça fait quoi, 3 ans, l'Everest? Techniquement, ça serait la 4e saison. Ça fait 4 ans. OK. Alors, comment ça va, l'Everest? Ça va relativement bien. Les finances sont correctes. Je le sens frileux un peu, là, mais... Ça, c'est tout le temps mieux. J'aime beaucoup mieux que ce soit Pierre qui réponde à cette question-là entre toi et moi. L'organisation va quand même mais là, c'est le journaliste qui pose la question. C'est ça, là, c'est correct. C'est 2 journalistes qui c'est ça. Moi, je comprends ce que Michel veut faire aussi. Ouais. C'est la beauté de la chose. Mais au niveau financier, ça va bien. Je ne dis pas qu'on roule sur l'or, mais on est even. C'est l'important, d'arriver à faire les frais au cours de la saison. Je suis content de l'entendre. On est peut-être à quelques centaines de dollars près, là, je vais dire ça. On est relativement even. Au niveau de la structure hockey, ça n'a pas été évident cette année. Changement avec un nouveau directeur général, changement au niveau de l'entraîneur-chef. L'entraîneur-chef qui s'en va au mois d'octobre. Bruno Guay qui a vraiment pris une grosse dose de responsabilité, lui qui s'implique déjà dans le hockey mineur dans la région de Lévis. Sincèrement, moi, je vais le dire, l'élément fort de cette année, là, c'est de la performance d'Alex Labbé, mais si on regarde au sein de l'organisation, c'est vraiment la performance de Bruno Guay en arrière du banc qui n'a pas lésiné, même avec une courte nuit de sommeil, et ça, il faut y rendre crédit. Il l'a vraiment pas eu facile. Il a comblé, travaillé fort. Même chose avec Stéphane Poulain, qui a sorti un peu de son rôle de vice-président hockey dans la structure, puis qui s'est impliqué énormément, pas mal plus que ce qu'il pensait faire cette saison. Puis Bruno et Stéphane ont quand même fait un excellent travail dans les circonstances. Ça n'a pas été facile. Bon, tu n'as pas de boule de cristal, je comprends. Mais on voit la prochaine année comment, là? Parce que la prochaine saison va commencer quoi, septembre, octobre? Septembre, octobre. Il est beaucoup trop tôt encore. On va voir le repêchage au mois de juillet. Je pense vraiment que les 2 prochains mois, compte tenu des résultats qu'on a eus au niveau de l'organisation en général, je pense qu'il y a une réflexion à faire. Comme on l'a fait dans notre lettre, là, on veut vraiment travailler. On s'excuse sincèrement pour le fait qu'on n'a pas été en mesure de déployer ou de donner les résultats qu'on s'attendait à servir à la population. Donc, il va y avoir un travail à faire au niveau de l'organisation, au niveau des opérations hockey, dans la mesure où est-ce que
Il y a peut-être des choix qu'il va falloir qu'on fasse qui ne seront pas du tout évidents, mais qui vont être nécessaires si on veut un club qui soit capable de bien performer. OK. Ça conclut pour l'Everest. Malheureusement, c'est une saison qui finit un peu en queue de poisson. On est le 1er avril. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça triste. Parce que, bon, pandémie, match annulé, et là, on finit comme ça. Je trouve ça plate. Au niveau des spectateurs, ça n'a pas été évident. T'sais, on regarde partout, il y a une chute des assistances. Même les Inuits de Granby, qui normalement est habitués d'avoir 1800 spectateurs dans leur aréna, ils ont eu de la difficulté à dépasser le 1000 tout au long de la saison. 1800 spectateurs à Granby? Avant la pandémie, c'était ça. Ah, oui. Cette année, ça a été plus entre 500 et 800. Il y a du travail à faire à Montmagny? Oui, mais c'est parce que Granby se retrouve en même situation. Granby a une population au niveau régional. Si on prend le même terme de rayon de déplacement, Granby a 5 fois plus de population que la région de la Côte-du-Sud. Donc ça l'aide pas beaucoup. Puis aussi, je parlais avec l'Inuit de Granby, puis il y a vraiment une difficulté d'aller chercher des amateurs. Quand on regarde le Junior 3A, il y a environ 600 spectateurs, par exemple, à Granby en moyenne pour des matchs du Junior 3A. Mais quand c'est le temps d'arriver pour le senior, ils ont le même problème que chez nous pour l'Everest, c'est-à-dire que le senior, c'est plein parce que c'est du jeu un peu plus... qui date plus des années début 2000, disons-le ainsi. Donc ça, c'est pas évident. On essaie d'aller chercher cette clientèle-là, mais d'un autre côté, ce sont des jeunes entre 16 et 20 ans. Je veux dire, entre toi puis moi, je suis pas sûr si tu avais un enfant, Michel, que tu te laisserais vraiment faire des coups, des fois, ou des bagarres provoquées volontairement. À certains moments, c'est beaucoup moins rare dans le senior que ça l'était il y a 20 ans. Mais je te dirais, somme toute, là, que ça ne sera pas du jeu avec des bagarres à tous les matchs. Les jeunes ont entre 16 et 20 ans. Puis je veux dire, le cerveau, tu le sais, il se développe encore entre 16 et 20 ans. C'est sûr que ce ne sera pas le même style de jeu qu'il va avoir dans le senior que dans le junior 3A. C'est vraiment du développement, d'où la raison qu'on appelle une ligue de développement. Alors, ça dépend. On a un produit à offrir, puis nous, on considère qu'il répond vraiment très bien aux attentes. Il reste moins de 4 minutes et je veux t'entendre, parce qu'ils connaissent au hockey, je veux t'entendre sur l'histoire. On va reparler. De toute façon, je vais inviter le directeur général du club pour voir ses plans pour la prochaine saison. Ce qui est important, c'est que financièrement, ça va bien. Oui. C'était quand même une bonne saison malgré tout, mais ça finit malheureusement de façon abrupte. On sait pourquoi. Alors, on verra l'automne prochain. J'espère qu'on va changer les règles parce que je trouve ça déplorable pour des marchés comme le nôtre. Exact. Maintenant, les sénateurs d'Ottawa à Québec. Bon, on sait que Eugene Milnick, qui était le propriétaire des sénateurs, est décédé d'une longue maladie le lundi. Bon, et là, je trouve que ça va vite un peu, là, malgré le décès de M. Milnick. Et là, déjà, on entend, le lendemain de son décès, que là, les sénateurs pourraient jouer à Québec quelques matchs. M. Bettman, le commissaire de la Ligue nationale, semble en faveur de ça. J'aimerais ça, moi, t'entendre là-dessus, parce que moi, les Nordiques, c'est fini, j'y crois plus. C'est là que je prends la porte. Salut, on s'en parle la semaine prochaine. Écoutez... Mais ça, par exemple, tu pourras revenir pour venir nous en parler plus en détail. En fait, là, moi, de un, je trouve ça bizarre que Denis Lessard ait sorti la nouvelle 24 heures à peine après, quand que... je veux dire, la personne est quand même décédée, là. On parle d'un décès, c'est pas... Elle se retrouve à l'hôpital, là. Ça, de un, je comprends que tu as l'information. Moi, j'ai trouvé ça. Et il y a d'autres journalistes qui semblaient avoir l'information. Hashtag Renaud Lavoie, qui s'est un peu fait montrer très impatient à TVA Sport cette semaine, qui a retenu l'information, qui semble avoir retenu l'information un peu. Moi, personnellement, je pense que la Ligue était réellement sérieuse, mais là, je pense qu'on vient tout simplement de jeter un papier dans la mort, puis la Ligue va comme faire attends un peu, là, on vous parle. Puis il y a du monde qui ne sont pas capables de se fermer le clapet puis de garder l'information. Je veux dire, d'un autre côté, tu veux travailler dans une ligue, un peu comme la famille Thompson l'avait fait avec les Jets de Winnipeg. Il n'y a pas eu un son qui a été fait. Tout le monde a fait profil bas et les Trashers ont déménagé chez les Jets. Moi, je pense que si je suis Gary Bettman, puis je regarde ça, je vais dire un peu, là. Ça fait 12 ans que ce monde-là jappe pour avoir une équipe. Puis quand j'arrive pour faire une partie de bout de chemin, l'information coule dans les médias, dans leur coin. Je suis pas convaincu, moi, que ça serait des bonnes personnes d'affaires d'être dignes de confiance quand je parle d'un plan, puis se retrouve sa place publique quand on a eu une rencontre il y a à peine 2 mois. Moi, je pense que le projet va peut-être se faire un peu de reculons, mais pour un déménagement, je ne m'attends pas à ce que... Sincèrement, je pense qu'on va tout simplement servir de Québec pour avoir finalement le fameux Arena
la fameuse Arena, qu'on espère avoir au centre-ville à Ottawa. Puis il y a du monde quand même à Ottawa qui ont de l'argent. Comment est-ce que je créerai? Là, il n'y a pas juste Eugène Melnick qui avait de l'argent dans la capitale nationale là, à Ottawa. En quelques secondes, le club d'expansion, est-ce que c'est possible? Moi, honnêtement, je ne sais pas. Je sais que des fois, il y en a qui parlent d'une ligue à 34 équipes. Je pense qu'à 34, ça commencera à faire beaucoup. Moi, personnellement, je ne crois pas à un club d'expansion. C'est sûr et certain que... Ou encore, est-ce que des Non, équipes... les Coyotes, c'est pas compliqué. Gary Bettman attend tout simplement le bon synchronisme pour déménager l'équipe à Houston. Personne ne va le dire ouvertement, mais l'équipe que tout le monde veut dans la Ligue nationale, c'est de déménager le club à Houston. Ça, c'est pas compliqué. Les Coyotes iront ailleurs qu'à Houston. Parce que Houston est le plus gros marché aux États-Unis où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement une équipe de hockey. Donc, je pense qu'on va continuer à voir les petits Nordiques au tournoi Pee-Wee, puis ça va être notre compensation. Exactement. Bien, c'est eux autres qui vont être contents à 13 ans d'avoir 12 000 spectateurs avec des chandails des Nordiques en arrière. Luc, merci beaucoup, c'est toujours intéressant. Luc Carbonneau, qui est commentateur descripteur pour le club L'Everest de la Côte-du-Sud. Voilà, ça complète. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.